Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer le webinaire. Donc, merci de participer à ce webinaire, donc organisé entre avec Quimp et CCL 24/7. Donc, moi, je vais me présenter. Donc, je suis Yann Bouillon, je suis le responsable technique pour Quimp sur la partie France et Afrique francophone. Et en fait, je participe au développement en fait, de Quimp d'un point de vue purement technique. Je organise le développement de mes partenaires et je participe aussi beaucoup à des POC avec mes clients. Donc, voilà. On parlera un tout petit peu de Camp après. Je te laisse là, Loïc. Très bien, merci Yann. Loïc Castel, je dirige la business unit cybersécurité chez SSL 24/7, euh, qui produit pas mal de services, mais qui vise principalement à tester, à simuler des intrusions. Et c'est un petit peu une des parties du webinaire. Ça correspond à une des parties du webinaire qu'on a présenté, qui est la partie attaque. On va revenir en détail sur la présentation du contenu du webinaire. Là, on voulait juste passer un petit peu sur le contexte, expliquer que voilà, j'ai une équipe de 15 ingénieurs qui sont certifiés, qui font autant de l'attaque, donc au niveau des tests d'intrusion, red team, audit de sécurité, donc plutôt de l'évaluation de sécurité, que de la défense, donc avec de la réponse à incident, donc des interventions en mode pompier chez des clients qui ont été compromis ou qui ont des suspicions de compromission. Voilà, voilà. Et si vous remarquez le vert sur le logo pour nos clients actuels, il y a eu des annonces. Hein, on a été racheté par la société Sectigo, anciennement Comodo, qui est une autorité de certification mondialement reconnue. Et voilà, donc on est très, très content de cette acquisition et du coup, plein de nouvelles choses et plein de potentiel de synergie pour le futur, notamment avec le monde de l'IoT, hein, où on a une forte appétence là-dessus et il y a déjà eu des webinars sur le sujet. Donc, je vous invite à les regarder, ils sont sur YouTube. Je te laisse la parole, Yann. Oui, pas de problème. Alors, juste pour présenter Camp, alors Camp, c'est un produit qui fait ce qu'on appelle c'est un reverse proxy, load balancer, répartiteur de charge, mais sur lequel on a rajouté des fonctionnalités de sécurité. Donc, on va voir comment utiliser certaines de ces fonctionnalités ici, comme l'IPS et le WAF. Grosso modo, pour avoir une vision globale sur ce que fait Camp, Camp c'est un répartiteur de charge dans un data center. On voit une version sur un data center ou sur un physique ou virtuel, cloud, comme Azure, Amazon. Là, on l'a validé techniquement sur Flexible Engine d'Orange dernièrement. Ça fonctionne en environnement virtuel, KVM, VMware, Hyper-V, Nutanix AHV, etc., etc. Ça fonctionne vraiment sur tout type d'infrastructure, aussi bien en physique qu'en hardware ou qu'en cloud. Je ne vais pas passer 50 ans sur ce transparent. J'ai déjà fait plein d'autres webinaires à côté. On vous donnera un lien à la fin de la présentation qui vous permettra d'être redirigé sur ces précédentes, comment dirais-je, présentations. Là, l'idée, c'est de parler plutôt sécurité. On va un petit peu rentrer dans le vif du sujet. C'est ce qu'on a mis en place en fait pour cette plateforme. En fait, il va y avoir beaucoup de démonstrations. Et en fait, sur la partie démonstration, moi, j'ai publié en fait des points de publication. On verra qu'on a publié un GitLab via un Camp qui protège avec le processus WAF. On peut faire sur l'équipement de la publication. On fait du SSL offloading. On fait la protection DOS, DDoS embarquée. On est capable de faire de la délégation d'authentification avec plusieurs acteurs du marché, avec des technologies du marché, comme du Radius, comme du SAML, SAML V2, du Kerberos. J'ai travaillé avec plein d'acteurs du marché, par exemple comme Inwebo dernièrement. J'ai fait un webinaire il y a à peu près un mois à ce sujet-là sur intégration Camp Inwebo pour faire l'authentification avec du one-time password. Et là, l'idée aujourd'hui, c'est de vous démontrer l'utilité en fait du processus WAF pour bloquer des attaques. Alors, on ne va pas les bloquer ici parce on a mis l'équipement en mode audit, mais on va voir qu'en mode audit, l'attaque a été bloquée, a été détectée. Et autour de tout ça, en fait, j'ai aussi un produit qui s'appelle Flowmon. Donc, un par acheté Flowmon il y a à peu près 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines. Et Flowmon est une solution de surveillance périmétrique du réseau qui marche aussi bien en physique
sur un réseau physique qu'un réseau cloud. Et là, en fait, on va voir que Flowmon a détecté ces scans d'attaques, ces attaques par dictionnaire. On va le voir tout à l'heure dans la démonstration, vite fait. Puisque bon, là, Loïc va nous montrer comment l'attaque s'est faite, étape par étape, et comment ça se passe. Sur la partie WAF, donc ça c'est le transparent suivant, c'est ce transparent-là. Donc, juste pour expliquer ce que c'est qu'un WAF, techniquement, c'est un Web Application Firewall, donc c'est un firewall dédié au flux web, trafic HTTP, HTTPS décrypté. Donc, on peut demander à l'équipement de décrypter ce type de trafic. Et on va analyser, en fait, dans ces trames HTTP qui sont envoyées par les navigateurs des utilisateurs, les browsers, on va essayer de détecter des comportements déviants. Quelle est l'idée derrière? C'est de dire, souvent, en fait, les attaques, 80% des attaques viennent de l'intérieur, viennent des utilisateurs qui sont authentifiés dans l'entreprise. Et donc, il faut surveiller ces comportements déviants, voir qu'il y a des bloquer ces attaques. Vous avez sûrement entendu parler d'injection SQL, de cross-site scripting, de directory traversal, de CSRF, etc., etc. Mais ces attaques-là, ce sont des attaques qui sont transportées sur du HTTP. Le WAF, c'est un produit spécifique, une technologie spécifique qui permet d'inspecter ces flux et de les bloquer. Avec tout ça, si le serveur est quand même corrompu et quand même commence à balancer des informations vers l'extérieur, des informations qui sont censées ne pas sortir, comme par exemple des numéros de carte bleue, des numéros de sécurité sociale, des numéros de téléphone, on peut également demander au WAF de bloquer ces formes qui pourraient sortir du data center, du système d'information à destination de l'extérieur. Voilà. Donc ça fait partie de la norme, ce qu'on appelle la norme PCI DSS. Voilà, voilà. Donc on va arrêter de parler un tout petit peu de la théorie, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, on a préparé, on a monté en fait une plateforme sur une solution cloud, donc Flexible Engine ici d'Orange. On a monté en fait 3 VLAN, le VLAN rose, le VLAN bleu, le VLAN jaune, et chacun de ces VLAN vont en fait représenter ce que l'on voit plus ou moins traditionnellement dans une architecture d'un système d'information. On a l'ADMZ, dans lequel on va trouver en fait l'équipement, le camp, qui est entre le firewall et le serveur Ubuntu, sur lequel il y a un GitLab qui tourne. Et ensuite, eh bien, pour aller d'une zone à l'autre, on passe par un firewall. Voilà. Et donc, on va trouver sur la deuxième zone un serveur OWA, et sur la troisième zone, on va trouver un domaine contrôleur de Microsoft Windows, le domaine contrôleur. Et là, on va voir, Loïc va nous expliquer comment il a contourné toutes ces, en fait, ce design qui a été mis en place, qui paraît correct, qui paraît bien sécurisé, et on va se rendre compte qu'en fait, il y a un point d'entrée. Ce point d'entrée, ça va être une vulnérabilité sur le GitLab, et à partir de là, ça va être la foire aux vulnérabilités. Voilà. Effectivement, c'est un processus, vous allez voir, très itératif, et c'est ça dans la réalité. C'est vraiment des pièces de puzzle mises bout à bout pour arriver à un résultat qui est la compromission globale d'une entreprise. Là, ici, on a pris un exemple d'une maison mère, donc d'une société potentiellement une multinationale qui contient plusieurs filiales. Et donc, la partie bleue, c'est justement une filiale qui permet de rebondir vers la maison mère. Et vous pouvez remarquer d'ailleurs le code couleur. Retenez bien ce code couleur parce qu'on va s'en servir pour replacer un petit peu le processus qui mange un petit peu des deux côtés du serveur, puisque en fait chaque serveur est utilisé comme pivot, comme moyen de rebond vers un autre réseau, etc., etc. En fait. Et c'est souvent comme ça que ça se passe dans la réalité. Moi, j'ai déjà vu des exemples, alors c'est des simulations, hein, mais on en revient aussi sur des vraies compromissions qui sont similaires, où on a 4 ou 5 points de rebond différents. C'est-à-dire que quand on envoie une requête d'un point de vue attaquant, ça passe par le serveur 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à arriver à la cible qu'on cherche vraiment à faire. Alors, je vous avoue que c'est pas très rapide en général quand il y a beaucoup de points comme ça, mais ça se fait, ça peut se faire comme ça. En termes de détection, alors il y a moyen de mettre de la détection partout, au niveau système, au niveau réseau. Là, ce que Yann a fait quand il a mis en place ce lab sur Flexible Engine, que je connaissais pas d'ailleurs et qui est plutôt pas mal comme solution cloud, il a mis un camp en entrée, donc on pourrait être vu à ce niveau-là. Il a mis un camp entre l'Ubuntu et le WA, puisque ce sont des attaques web, et il a mis aussi un Flowmon qui va en fait faire de l'analyse de flux
sur tous les flux qui sont là. Et donc, on va voir, Yann va présenter là où on s'est fait toper, entre guillemets, lors de l'attaque, sachant quand même, que je précise qu'on n'a pas essayé d'être particulièrement discret. Le but, c'était vraiment de faire un scénario d'intrusion réaliste et itératif. Alors, on va commencer par la première partie. Je ne sais pas si Yann, tu avais quelque chose à rajouter avant que je démarre, parce que là, je vais parler pendant encore peut-être 5-10 minutes. Non, en fait, juste pour représenter un tout petit peu le design, donc en fait, là, on voit le Quimp qui est positionné en mode WAF sur la partie rose. Il est simplement mis en mode audit parce qu'il fallait laisser passer, pour la partie démonstration, il fallait laisser passer le flux. Mais on va le voir dans les logs, on va voir que cette attaque, qui va être le directory traversal qui va être injecté pour récupérer en fait le fichier ETC password sur le GitLab, on va le voir en fait, on va le voir dans les logs. Donc, moi, je te propose que tu montres comment tu fais ton attaque, et ensuite on verra ce qu'on a vu et ce qu'on aura pu éventuellement bloquer, si on avait mis le petit pointeur pour bloquer. Ça marche, merci. Donc toute cette première partie, hein, la partie en rose-rouge, elle se déroule entre le PC de l'attaquant. Donc là, on a pris une Kali, par exemple, une distribution qui permet de faire des tests d'intrusion, de permettre de faire des actions de sécurité offensive. Et on s'attaque à une machine, donc qu'on va scanner. On va exploiter une faille sur GitLab. Là, vous allez voir, la faille, elle est un petit peu spéciale, un petit peu spécifique. Faut suivre. C'est pas très grave si vous suivez pas l'ensemble des éléments, ça va un peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc ça pourrait durer, je pense que si on prenait le temps, ça pourrait durer une demi-heure à présenter en tout. Mais il y a un rapport sur HackerOne qui explique très bien le déroulé, qui sera en lien dans la vidéo sur YouTube. Ensuite, on fait une élévation de privilèges et là on arrive à la compromission du premier serveur qui est dans la DMZ avec les droits, les privilèges maximaux. Donc, on démarre avec un outil qui s'appelle Nmap, qui est très connu quand on travaille dans la cyber, hein, qui permet de faire du scan de port. On scanne l'adresse IP externe, donc on voit que c'est chez Orange Business, donc c'est sur le cloud, donc Flexible Engine, qui est le point d'entrée, qui passe par le WAF Kemp, par Kemp en mode WAF, et qui découvre 5 services. Des services web, et il découvre, donc c'est les services web, pardon, qui passent par le Kemp WAF. Les autres arrivant directement sur le serveur. Et donc voilà, là on voit qu'il a trouvé ces 5 ports. Retenez bien le 22, nous on va s'attaquer aux 80 et aux 443 qui sont les ports web, mais retenez bien le 22 parce qu'on va s'en servir après. Hop. Et là donc on passe à la partie GitLab. Donc sur le port web, on trouve un GitLab. GitLab, alors je vais quand même essayer de faire des pauses un petit peu. Non, c'est pas très grave. Je vais parler au fur et à mesure. Donc GitLab, c'est un outil qui permet de gérer. C'est l'équivalent de GitHub, qui est un outil qui est open source, mais qu'on peut self-hoster, donc on peut héberger soi-même. On voit qu'il est dans une version. C'est un outil très communément utilisé. Hein, c'est très connu. On voit qu'il est en version ancienne, donc c'était marqué d'ailleurs update as soon as possible, et donc c'est une vulnérabilité qui a été patchée, qu'on va présenter bien évidemment, et qui a été récompensée par un bounty. Ça a été trouvé dans un programme de bug bounty à 19 000 $, je crois, donc une belle petite somme, mais vu la gravité du bug, ça le vaut largement, je pense. Petite spécificité, on l'a configuré en mode enregistrement, donc ça veut dire qu'on peut s'enregistrer en tant qu'utilisateur, ce qui n'est pas souvent le cas dans la réalité. Ça l'est, on en a déjà vu en des intrusions dans la vie réelle, mais souvent en fait, il faut que quelqu'un nous enregistre. Donc ça limite un peu le contexte puisqu'il faut être authentifié. Donc, on s'authentifie, on a créé un projet qui s'appelle ABC. Donc, c'est Antoine de mon équipe qui a fait la vidéo. Donc, si vous voyez des hantes, des choses comme ça, c'est son ordinateur. Donc, on crée une issue. Une issue, c'est un ticket. Et en fait, la vulnérabilité se situe dans cette issue. Et donc, alors, je vais juste faire une petite pause. Hop. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que on a créé un lien qui va essayer d'aller chercher un fichier sur au-delà de la racine web. Et là, il va essayer d'aller chercher un fichier qui s'appelle
/etc password, qui est la racine d'un serveur Linux. Là, il est hébergé sous un Linux. Donc, // on remonte dans l'architecture. Et résultat, ça ne marche pas. On a un carré vide, donc ça veut dire que ça ne marche pas. On a un lien, mais ça pointe vers rien. etc password, il n'est pas pris. Par contre, petite spécificité, on va bouger l'issue, on va le changer de place. Et du coup là, on voit qu'on a récupéré alors j'ai un petit peu avancé. Je vais remontrer là. Donc on move l'issue et là en fait on voit que le lien s'est transformé en password, qui est le fichier. Donc on l'a récupéré et on va aller, donc on le télécharge, on va aller voir si c'est bien le bon fichier password. Donc, on voit que c'est bon, on voit que c'est utilisateur GitLab, ça a l'air de correspondre à la réalité. Et donc, En fait, là, juste pour cette attaque-là, en fait, le camp l'a vu. Hein. On le verra tout à l'heure, mais les points, qu'on voyait tout à l'heure, dans la partie WAF, niveau log, on va vraiment le détecter. Donc, on aura pu bloquer à ce niveau-là. Je te laisse continuer. tout à fait. Alors là, le TC password, on l'a récupéré un peu pour tester que notre vulnérabilité fonctionnait. Donc là, c'est le cas. Donc maintenant, on va essayer de weaponiser notre attaque et on va récupérer un fichier utile dans GitLab qui est le secrets.yml et qui est, Yann, qui a été aussi détecté par le WAF sur Kemp. J'en suis témoin. Tout à fait. Donc là, on refait la même chose. On move l'issue. Donc on va récupérer le fichier. Et là, on télécharge le secrets.yml. Et c'est là qu'il faut s'accrocher. Là, c'était la partie facile. Là, c'est là qu'il faut s'accrocher parce que ce secrets.yml, il a des facultés. Bon, il contient plein de choses très, très sensibles. Mais il contient aussi le secret keybase, qui est en fait une valeur utilisée pour générer des cookies de session. Et quand on est capable de fournir un cookie de session valide, eh ben, on est capable de générer une session avec n'importe quel droit, donc par exemple le droit d'administration. Mais la petite subtilité, c'est qu'on peut pas le faire parce que on peut pas, là, on peut pas l'utiliser sur le serveur. Le serveur, il est à distance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va s'installer notre propre instance de GitLab. Avec Docker, c'est fait en 30 secondes. Donc, on met une instance de GitLab. On se connecte dessus. Donc là, on lance un shell pour se connecter sur l'instance Docker GitLab chez nous, en local. Et on va configurer le secret.yml pour correspondre à celui qu'on vient de récupérer, de telle sorte à ce que quand on lance le GitLab local et qu'on génère une session d'utilisateur, on puisse réutiliser notre cookie de session ou les valeurs qui vont être générées par notre instance locale sur l'instance à distance. C'est un petit peu perché. Grosso modo, on fait une copie locale. Juste pour résumer, on fait une copie locale. On fait tourner un serveur local Docker. Et puis après, on utilise l'information générée pour se connecter sur le vrai GitLab qu'on veut attaquer. Là, on vient de voir qu'on vient de changer le secret base d'ailleurs. Là, on lance GitLab. On lance la console. Et on récupère les valeurs qui nous intéressent. On va voir après qu'il va y avoir alors il va y avoir, alors là je vais m'arrêter ici parce que c'est important, je pense, de montrer cette ligne-là. Cette ligne-là, elle va lancer un curl. Donc curl, c'est un outil qui permet de récupérer une page. Donc il va télécharger un shell, un river shell. Je vais expliquer ce que c'est après. Depuis un serveur qui est chez nous, hein, qui est hébergé chez nous, qui contient ce fichier. On l'aurait pu le récupérer depuis GitHub, hein, depuis directement, mais enfin depuis n'importe quel moyen. Donc là, on le fait chez nous. On l'écrit dans un fichier qui s'appelle temp/ref.sh et on lui donne les droits d'exécution et ensuite on le lance. Et ça, en fait, c'est la commande qu'on va chercher à injecter sur le GitLab à distance. Mais là, d'abord, on l'enregistre en local pour pouvoir ensuite générer le code sérialisé qui va correspondre à ça. Et ce code sérialisé, on va l'uploader sur la version à distance, ce qui nous permettra d'avoir un shell. Un shell, c'est une invite de commande, c'est la prise de contrôle de la machine au niveau système, mais sur la machine qui est hébergée chez Orange, chez Flexible Engine. Voilà. Donc là, on récupère
on configure un objet qui va lancer cette commande. Et on a récupéré un cookie qui va nous permettre du coup d'avoir cette connexion. connexion, exactement, ce lancement de commande qui va créer la connexion. Et là, le Netcat, c'est un outil, un couteau suisse qui permet de faire plein de choses, mais là, qui va juste permettre d'écouter. Il ouvre un port sur le 61999 et il l'écoute à la recherche dans l'attente qu'on lui envoie une invite de commande. Voilà, voilà. Donc là, maintenant, la prochaine phase, ça va être là, vous voyez, l'IP c'est 90-84, donc ça correspond à l'IP de notre serveur de lab. Donc c'est la suite. Et là, ce qui est passé en header, enfin en post, c'est le cookie qui va experimentation subject ID qui va permettre d'exécuter la commande. Et là, on voit qu'on a récupéré un shell sur la session en bas à gauche. Et donc, on est dans le dossier en tant qu'utilisateur Git. Et l'utilisateur Git ne permet pas de tout faire. Donc là, la vidéo elle est terminée. Il va falloir maintenant passer à l'étape suivante qui est élévation de privilèges. Donc on reprend le même contexte, hein, les trois fenêtres. En bas à droite, c'est l'envoi de l'attaque via URB, et en bas à gauche, c'est le River Shell. Donc là, on est toujours sur le River Shell. On est en tant qu'ID, on fait un sudo-l. Sudo-l, ça permet de voir les commandes qui sont autorisées en tant que sudo. Et là, on voit la dernière ligne qui est intéressante, no password, la commande usrbin awk. Et c'est-à-dire qu'on peut lancer awk avec sudo sans donner de password en entrée. Et ça tombe bien parce qu'on n'a pas le password de Git. Et awk, en fait, ça c'est des petits trucs à savoir. Awk, ça permet de faire plein de choses, hein, de la manipulation de chaîne de caractères, des choses comme ça, mais ça permet aussi d'exécuter commandes en faisant système. Et donc là, enfin, on se récupère un bin bash, mais ce coup-ci, on le récupère en route parce qu'on l'a lancé avec sudo. Donc voilà, élévation de privilège. On est passé route. Hop. Alors, passons à la partie détection. Donc là, on est passé route sur le serveur dans la DMZ. Maintenant, qu'est-ce qui a été vu par le WAF-Camp? Tout à fait, oui. Donc on voit en fait, bon, alors là c'est la partie configuration du camp qui est relativement simple, hein. Donc là l'équipement, donc j'ai mis un point de publication, c'est le Ubuntu qui s'appelle HTTP, donc là c'est la partie publication qui est faite sur l'extérieur, hein. On a mis le WAF en mode audit pour ne pas bloquer l'attaque, pour qu'on puisse la détecter. J'ai mis un certain nombre de règles, hein. Il y a plusieurs types de règles complètement différentes. Et là, ce que j'ai fait, j'ai activé les attaques, ce qu'on appelle les attaques génériques, hein, injection SQL, RFI, LFI, etc., etc. Et on va voir en fait que cette attaque qui ressemble à du directory traversal a été détectée. Donc là, je regarde au niveau des statistiques, je vois que j'ai vu des requêtes. Elles ne sont pas comptées, comme événement à ce moment-là parce qu'en fait, on ne les a pas bloquées. Mais si on regarde dans les logs, et là on voit vraiment la partie log, la ligne qui est en bleu, hein, que j'ai souligné dans la vidéo, on voit en fait que grosso modo, il y a une attaque qui a été, les deux attaques principales qui ont été faites, les deux injections qui ont été faites par Loïc et Antoine, eh bien on voit le slash point point, slash point point, slash point point, on voit, il apparaît bien à ce niveau-là. Il a été détecté par le système. Donc, et on voit bien la demande du fichier ETC password. Voilà. On voit aussi le fichier, l'accès au fichier secret.yaml qui est tout en bas à droite. C'est la partie en fait qu'on aura pu bloquer. Donc, grosso modo, cette partie-là où on récupère le password et le YML, le secret YAML, eh bien, on aura pu déjà bloquer dès le départ cette phase de compromission. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Alors, après, l'idée, c'est d'expliquer, une fois qu'on a pris la main que Loïc a pris la main sur le GitLab, là, il va se donner à cœur joie, il va commencer à voir ce qui se passe dans le réseau. Et là, il va commencer à sniffer, regarder, et va se rendre compte que, il y a un serveur Exchange, et que sur le serveur Exchange, il y a un port ouvert qui va beaucoup l'intéresser.
Et je voulais aussi rajouter que sur ce scénario-là, on a volontairement squeezé toute la partie recherche, en fait, la partie, puisque là, on s'attaque à des cibles qu'on connaît déjà, qu'on a élaborées pour le cadre de la démonstration, des cibles réelles, qu'on a vraiment créées dans un lab. Mais il y a une grosse phase et c'est ça qui prend du temps. Et c'est pour ça que ça fait toujours un petit peu, c'est toujours un petit peu le point de vue, le biais hollywoodien où on a l'impression que tout se fait en 5 minutes, mais en fait, c'est pas vrai. Il y a toujours une phase de recherche. Malgré le fait que maintenant, quand en réponse à incident, qu'on commence à voir les scénarios d'attaque, c'est tellement industrialisé, tellement organisé que il y a finalement assez peu de recherche de l'humain et en général en 4-5 heures c'est bouclé quoi. Donc on n'est pas sur 5 minutes, mais on s'en rapproche quoi. Et si on parle d'attaque totalement automatique, évidemment là ça se fait un clin d'œil. Et donc ouais, là on va utiliser la machine Ubuntu GitLab pour rebondir sur une machine interne et on va utiliser Loa pour cela. Donc, je veux pas trop spoiler la vidéo avec la description, mais grosso modo, on va se mettre sur le SSH, on va lancer un scan. J'ai oublié de préciser une petite étape supplémentaire. On a poussé notre clé publique SSH, la clé publique de l'attaquant, dans le dossier dev de la machine. Et donc, on va se connecter avec ça. C'est pour ça qu'on ne va pas rentrer de mot de passe ou tout ça, parce qu'on a poussé, on avait les droits route sur la machine, donc on peut faire ce qu'on veut. On l'a poussé et ça nous a permis d'avoir un accès SSH. On va faire de la redirection SSH sur le port 81, qui est le port qu'on va chercher à attaquer, qui est le WA en HTTP. On va se rendre compte qu'il y a une interface d'authentification et elle est liée à NTLM, donc Windows. Et on va chercher d'obtenir des comptes sous Windows qui vont nous permettre derrière de rentrer via le RDP. Et on va utiliser quelque chose qui s'appelle le credential stuffing. Donc, retenez bien ça, ou la com stuffing. En fait, c'est le fait d'utiliser des comptes qui ont été volés, leakés sur Internet. Quand il y a eu des fuites de mots de passe, je sais pas, par exemple, il y a des vieilles fuites de mots de passe d'Adobe en 2012 ou de LinkedIn, il y en a eu pas mal, et en fait, qui sont associés à des adresses email. Et on va tout simplement faire, c'est des tableaux c'est des tables qui représentent des terras de données. Hein. C'est vraiment énorme. Et en fait, on va faire juste une recherche sur la cible. Donc, si on travaille chez, je sais pas moi, chez SSL247, on va chercher tous les mots de passe qui ont été liqués sur @ssl247.tld. Voilà. Et donc, on démarre. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Yann. Non, non, pas du Avant. tout, pas du tout. Je démarre la vidéo. Donc là, tu es sur ton Kali et là, tu vas te connecter au GitLab qui a été corrompu et l'utiliser comme point de rebond. C'est ça, exactement. Il n'y a que ça. Hein. On se connecte sur l'adresse IP externe. Souvenez-vous, la première vidéo, le scan map qui montrait le 22, bah, ça nous permet de rentrer. Alors, ça ne veut pas dire que quand il n'y a pas le 22, on ne peut pas rentrer. Hein. C'est juste que ce sera plus compliqué de le faire. Là, on est connecté en tant que dev sur la machine Ubuntu et on lance Nmap. Alors, Nmap, c'est pas toujours installé par défaut. Alors là, soit on l'installe, soit on l'upload, soit on fait carrément le scan Nmap à travers des redirections SSH. Donc, on lance sur le réseau 1. Donc, sachant que le réseau 0, c'est le réseau de la DMZ, et le réseau 1, c'est le réseau de la filiale, le réseau interne de la filiale des serveurs. Et cette machine-là, eh ben, elle a deux pattes. Elle a une patte sur le réseau 0, la DMZ, et sur le réseau 1. Et c'est ce qui va nous permettre d'utiliser comme pont. Donc là, en fait, on a lancé un scan, mais c'est un petit peu trop verbeux, donc on a rajouté un argument open qui permet de montrer juste les ports ouverts. Et on voit que la machine 1.35 qui est intéressante, qui contient tout un tas de ports, donc on a l'air de correspondre à du Windows. On a du 445, on a du 3389. Nmap, on peut lui dire de scanner, de récupérer plein d'infos de savoir, de faire de la détection d'OS, de savoir c'est quoi exactement comme service, même si, je sais pas, par exemple, il y a de l'HTTP sur le 8989, il pourra le détecter, même si c'est pas le port standard. Voilà. Et donc là, on a vu qu'il y avait un port 81 qui nous intéressait. Donc, on va utiliser une faculté du SSH qui est de pouvoir faire de la redirection de port. Redirection locale, ça veut dire que tout ce qu'on va envoyer comme requête sur notre machine Macali en 127.0.0.1, le localhost en local, ça va automatiquement être redirigé via SSH vers l'adresse qu'on va lui configurer, donc qui est le 192.168.1.35, l'OA, notre cible, vers le port de notre choix, c'est-à-dire le 81.
Et là, notez qu'on a mis 81 en 127.0.0.1. Pourquoi? Parce que SSH ne tourne pas en tant que root, et donc pour avoir des ports inférieurs à 1024, il faut avoir le droit administrateur sous Linux. C'est une limitation sous Linux. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on l'a mis sur 81 mais on aurait mis 2222, c'était pareil. Voilà. Ce qui est important, par contre, c'est de bien configurer le port de destination et l'adresse IP de destination. Donc là, c'est le cas. On se connecte à SSH et maintenant, on sort notre browser, on va vérifier et on regarde est-ce qu'on arrive à accéder. Donc là, on ne fait pas le 192.168.1.35, ça ne marchera pas. Mais on fait 127.0.0.1, 81.81 et là, on voit un 2IS. Donc on sait qu'on tombe bien. C'est très rapide d'ailleurs de faire ça en termes de débit, il n'y a pas de ça sur SSH, ça marche bien. Là, donc dans la réalité, on aurait fait des scans pour essayer de trouver quels sont les services qui correspondent. On aurait utilisé des outils comme DIRB, DIRB ou Patator pour essayer de trouver slash admin, etc., jusqu'à tomber sur le slash OWA. On a trouvé qu'il y avait un slash OWA et qu'il y avait de l'authentification. Et donc, on va lancer Metasploit pour effectuer une attaque de brute force énumération de compte, sur le WA. Parce que le WA, il a une faculté, c'est que sur son slash EWS, on peut faire du brute force et tester des comptes, Windows ou des comptes sur le domaine à travers cela. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc là, j'ai pris la dernière quali, il y a la version Metasploit 6 qui est lancée. Le WAS, c'est un serveur Exchange, un Microsoft Exchange au final, donc on va chercher tous les exploits qui correspondent à Exchange. Donc il y en a un paquet. D'ailleurs, je vous invite à regarder celui de le ECP View State, ECP DLP Policy. Donc là, avec un utilisateur, en fait, vous pouvez faire de l'exécution de commandes sur un Exchange, mais ça demande des conditions particulières. Voilà. Hop. Donc le scanner qu'on utilise, le module qu'on utilise, c'est l'auxiliary scanner HTTP OWA EWS login, qui fait du brute force sur un OWA via le slash EWS. Et souvenez-vous, je parlais de credential stuffing, et ben on va récupérer la liste qu'on a préalablement téléchargée et qui contient en fait tous les mots de passe qui ont été fuités sur l'entreprise qu'on cherche à récupérer. Là, on pourrait très bien aussi utiliser un top 1000 password, ça marcherait bien. Mais la probabilité qu'on tombe sur un bon mot de passe va être bien plus haute sur des mots de passe qui ont déjà été leakés par le passé. Parce que malheureusement, l'humain a tendance à réutiliser ses connaissances et à réutiliser ses mots de passe. Alors désolé, la liste, elle est not safe for work, mais voilà, on va passer rapidement dessus. Donc là, on utilise le username administrator. Dans la réalité, on aurait mis une liste du username, mais là, pour que ça aille plus vite sur la démo, on tape directement sur administrator. On met bien la cible, on la configure comme étant 127.0.0.1. Souvenez-vous qu'on a toujours la redirection SSH, on n'est toujours pas sur la Metasploit, il est lancé sur la Kali, il n'est pas lancé sur l'Ubuntu qui héberge le GitLab. On pourrait le faire. On teste, ça marche pas, on enlève le SSL parce que c'est de l'HTTP, et là ça marche. Et là, il nous trouve le domaine c'est lab, c'est la filiale, et il nous trouve un service NTLM, donc de l'authentification Windows. Et là, très très rapidement, il nous trouve le mot de passe. Donc là, c'est vraiment une attaque de type brute force sur la partie pour trouver les mots de passe en fait. Donc là, il accède à une URL qui est l'URL /EWS qui tourne sur le WA. Et là, Loïc vérifie que avec le username et le mot de passe qu'on a trouvé, qu'il puisse se connecter. Et là, il se connecte en HTTP et ça marche bien. Là, on a un bad request, c'est à peu près normal, mais c'est parce que ça passe par l'HTTP, mais si on passait par l'HTTPS, en fait, on aurait redirigé l'HTTPS, ça aurait marché. On aurait vu l'interface, on serait connecté avec le compte mail de l'administrateur. L'important, c'était de valider que le compte fonctionne et de trouver son mot de passe. Donc là, on va enlever notre direction SSH, puisqu'on n'a plus besoin d'accéder à l'OWA, on a eu ce qu'on voulait, on a eu le compte, et on reprend le scan and map, on voit qu'il y avait du 3389, et on va le rediriger. Et là, petit aparté, la défense en profondeur, c'est vraiment mettre des barrières de sécurité à tous les niveaux. La segmentation réseau, ça ne se fait pas juste depuis Internet, c'est-à-dire que vous n'avez pas juste bloqué les services que vous ne voulez pas exposer. Il faut aussi en interne, à travers vos WAN, à travers vos différents
connexion va faire cette redirection. Et ça, c'est des choses qu'on a vues même dans des compromissions majeures, dans des entreprises multinationales qui ont été compromises par des ransomware. Le Day One où tout le monde peut parler à tout le monde sur tous les ports, bah là, le ransomware, il peut se libérer, il peut se propager partout, alors que s'il y avait la segmentation réseau entre chaque entité, bah là, il n'y aurait pas eu de problème. Donc, on se connecte bien en 127.0.0.1 sur le 33.89. On a fait la redirection. Hop, on utilise FreeRDP1 pour se connecter, c'est l'équivalent sous Linux de MSTSC. Et là, on s'arrête là. Et là, on s'arrête là. On est sur le WA en RDP, donc c'est parfait. On a une interface graphique. On va pouvoir faire Mumuse pour pouvoir avancer vers le dernier réseau qui est le 192.168.2, qui est la corp. Tout à fait. Donc, là, je vais Donc laisser le la deuxième parole. serveur là, a été corrompu. En fait, il a été compromis. On a trouvé. C'est Donc là, ça. si on part On sur... est arrivé à la deuxième étape, à la fin de la Ouais, deuxième étape. tout à fait. Ah, pardon, je lance la vidéo. Pas de souci. Donc là, c'est juste pour expliquer en fait ce qu'on aurait pu voir, ce qu'on voit en fait au niveau en faisant un post-mortem sur l'analyse. On se rend compte en fait qu'il y a eu des scans qui ont été détectés par la série en fait Flowmon. Donc Flowmon, comme je disais, ça a été racheté par Camp. Et là, quelque chose de super intéressant, c'est qu'en fait, on voit des scans qui ont été réalisés à partir d'adresses IP locales à mon entreprise. C'est pas de l'extérieur. Bon, l'extérieur, c'est souvent le cas. Mais là, 200.10, c'est une adresse qui correspond à mon réseau interne. Et là, je vois que la machine 2.40 a été scannée. Et là, de la machine 0.20, qui est le GitLab, Ubuntu, qui a été compromis, eh bien, on se rend compte aussi que les scans ont été réalisés. Donc ça, c'est l'équipement, donc c'est la technologie Flowmon qui est autour de tout ça. Et ça, ce sont des avertisseurs que la machine a été corrompue, elle n'est normalement pas censée faire de scan en interne sur mon réseau interne. Donc là, ça me donne, moi, en tant que superviseur du réseau, qu'il y a un problème. Aussi, autre chose que l'on peut voir, c'est que là, on voit ce qu'on appelle les attaques par dictionnaire, les dictionary attacks, qui ont été forwardées en fait entre le 1.35, entre le OA et le domaine contrôleur. Lorsqu'on a, en fait, on a été un peu, Loïc et moi, on a été un petit peu surpris de voir que ça fonctionnait bien, la détection fonctionnait bien, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les attaques qui étaient envoyées vers l'OWA, en fait, étaient redirigées, en fait, les demandes de credentials étaient forwardées vers le domaine contrôleur. Et en fait, ces requêtes-là ont été détectées par la partie Flowmon. Tu me corriges, hein, Loïc, si je dis une bêtise, mais Notamment l'effet de bord qui a été détecté par Flowmon, mais ça a permis de détecter l'attaque. Ouais. voilà. Et donc là, en fait, on aura pu voir, donc là, on aura pu avoir une alerte du système en disant attention, attention, pratiquement en temps réel, puisque là, les informations peuvent remonter dans le temps, mais là, on aura pu mettre un système d'alerte quasiment instantané pour dire attention, le serveur ou le réseau a un comportement déviant, il y a des choses qui ne se passent pas bien du tout. Le réseau, il y a des scans qui se font, il y a des attaques par dictionnaire sur un LAN, même sur le cloud, c'est pas normal. Et là, on aura pu avoir un système d'alerte qui dit attention, attention, le réseau est sous attaque, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est très cool d'avoir une vue là, sur ce genre d'événement. Juste pour relater, je raconte un peu ma vie, mais dernière réponse incident d'envergure que j'ai fait, clairement, on a vu des traces d'attaques, d'utilisation, de réutilisation de comptes, et il y avait du brute force sur le protocole SFB. Typiquement, avec un Flowmon, ça l'aurait trouvé. C'est des choses qui se font dans la réalité, quoi. Ils utilisent même, pour la petite histoire, ils utilisaient même des comptes d'autres entreprises qu'ils avaient compromises avant pour pouvoir essayer de tester des comptes valides. Donc voilà, là d'ailleurs c'est pas très malin parce qu'il n'y a pas trop de chances que ça fonctionne, mais dans d'autres contextes ça peut fonctionner. Des comptes qu'ils avaient compromis. Voilà, et puis bon, ça permet aussi d'avoir des informations sur les entreprises qui étaient compromises pour la petite histoire. Et donc là, on passe à la dernière étape qui va être la compromission du corp d'un contrôleur de domaine, hein, mais bien évidemment, dans la réalité, on aurait scanné le réseau, essayé de trouver des éléments jusqu'à ce qu'on trouve sur celui qui nous intéresse. Et ce contrôleur de domaine, il a une petite faculté, une petite particularité, c'est qu'il n'est pas à jour. Alors, il n'est pas à jour depuis pas longtemps, mais pour le coup, en septembre, il y a une faille qui est sortie qui s'appelle Zero Logon, qui est activement utilisée déjà par les pentesters, par les gens dans la sécurité pro, mais aussi par les attaquants, parce que ça permet de passer
dès le moment où on a une connexion au contrôleur de domaine, ça permet de passer administrateur de domaine, tout simplement en remettant à zéro le compte machine du contrôleur de domaine, au fait, ou même de n'importe quel compte, en fait, n'importe quel compte, même des comptes locaux sur le contrôleur de domaine, et du coup d'utiliser pour se connecter et pour ensuite faire une action. Et si on veut faire les choses proprement, remettre le compte à sa valeur originale. Donc voilà, c'est le CVE 2020 1472. On va utiliser Mimikatz pour le faire. Pourquoi Mimikatz et pourquoi pas, je sais pas, une paquette ou un script trouvé sur GitHub, parce que Mimikatz, il a intégré très vite, hein, il a intégré, je crois, le lendemain de la publication, et ça tourne sous Windows. Et souvenez-vous qu'on a une session RDP sous Windows. Donc, avant que je lance la vidéo, Yann, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Non, ça va, il n'y a pas de D'accord. souci. Donc là, on a trouvé le 2.40 parce que j'ai mis du son dessus. On a une étape, on retrouve le 2.40 qui est le 6 vol, qui est un partage commun au contrôleur de domaine sur un Active Directory de Corp. Donc déjà, on a l'adresse du contrôleur de domaine, qui n'est pas le même, hein, je rappelle, que celui qui est configuré sur la filiale. Donc ça va être notre cible. Ça va être notre cible. Là, on ne le montre pas, mais on pourrait scanner pour essayer de trouver la vulnérabilité et voir qu'il y a effectivement 0 logon qui est utilisé. On peut essayer de se connecter en RDP, mais ça ne marchera pas parce qu'on n'a pas de compte. Hop. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va télécharger Mimikatz. Donc dans la réalité, Mimikatz, si vous le téléchargez comme ça, vous allez vous faire toper par l'antivirus ou par le DR qui est installé, et ça va faire plein d'alertes parce que Mimikatz, sa signature, elle est bien évidemment ultra connue. Après, bon, il y a des astuces pour contourner, mais comme je vous l'ai dit, le but là de cette démo, c'était pas particulièrement d'être discret, donc on fait les choses pour que ce soit compréhensible, assez simple à comprendre, plutôt que, voilà, on va pas commencer à mettre de la complexité supplémentaire, mais sachez que c'est possible. Sachez que c'est bien évidemment possible. Donc là, on l'extracte, on lance. On aurait pu l'envoyer, là on a la téléchargé via Internet, mais on aurait pu l'envoyer par RDP. Et on lance notre outil, bien évidemment, en administrateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va lancer le module 0 logon sur Mimikatz. Donc là, ça va vite, hein, quand je tape pas, je copie-colle des commandes. Donc la target, là, on va déjà vérifier qu'elle fonctionne. La faille, on va mettre la target sur 2.40, c'est le contrôleur de domaine. Le compte, il faut bien mettre le nom de la machine, $/NTLM, parce que c'est l'authentification NTLM. Et /nul, ça veut dire que on teste pour mettre un compte à 0. Là, on va mettre la target, le nom DNS de la target. On voit que c'est vulnérable. Et là, on rajoute un petit /exploit qui, là, il va plus juste tester, il va carrément remettre le mot de passe à 0, à nul. Le mot de passe du compte VPC3 subnet T$, qui est le compte de machine, et qui, si on se connecte avec ce compte de machine, nous permet de tout faire, hein, sur la machine, d'être administrateur dessus. Donc, maintenant, on va utiliser une autre faculté de Mimikatz qui s'appelle le DC-Sync. DC-Sync, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça permet de faire de la synchronisation entre deux domaines de contrôleurs, mais ça permet d'être utilisé par des attaquants et par des outils comme Mimikatz pour récupérer des comptes juste en étant authentifié en tant qu'utilisateur, bien évidemment avec des droits d'administration. La petite subtilité, c'est qu'on va pas récupérer les mots de passe, on va juste récupérer les hachés, qui sont une forme encodée dans un sens par une fonction à sens unique du mot de passe. Sur fonction à sens unique, dans le sens où on va pouvoir revenir en arrière avec des attaques qui existent, hein, ou des outils comme John the Ripper, etc. Mais là, c'est pas le but. Là, on va juste utiliser les hashes directement. Et donc, on va chercher à récupérer d'abord l'utilisateur KRB-TGT. L'utilisateur KRB-TGT est très connu. Il permet, donc c'est l'utilisateur lié au Kerberos, à la génération de tickets Kerberos, et il nous permet de créer, une fois qu'on l'a, des tickets. Donc, des golden tickets, des budget tickets, mais aussi des golden tickets et des silver tickets, qui permettent, une fois qu'on les a, si vous ne changez pas ce compte 2 fois, un attaquant, il pourra quasiment à vie générer des services sur votre Active Directory, et il pourra faire ce qu'il veut, hein, générer un service qui exécute des commandes sur le contrôleur de domaine, se connecter à n'importe quel share, voilà, il pourra tout faire. C'est le God mode. Donc là maintenant,
pour la démo, on va télécharger le compte, le mot de passe du compte d'administrateur de domaine, administrator. Et là, on va le récupérer. C'est le HNTLM. Il est là. Donc, on voit les petites infos sur l'administrateur, son SID, son expiration, date d'expiration, etc. Et surtout, le HNTLM, qui est la valeur qui va nous permettre de nous connecter. On va faire du pass the hash après. Un pass the hash, ça veut dire qu'on va, plutôt que de se connecter avec le mot de passe, on va se connecter avec le hash. Mais ça revient exactement au même. Ça revient exactement au même. Donc voilà, là on arrive à la fin de la démonstration. Et justement, on va lancer une nouvelle invite de commande, cette fois-ci avec les privilèges de l'administrateur de domaine. Donc, sur le domaine corp, avec le hash, donc on le met en slash rc4, c'est le hash NTLM qui est utilisé. Et là, on a une session. Alors, il va nous mettre lab administrator, mais en fait, en vrai, alors c'est parce que Wamai, ça fonctionne pas là-dessus, mais en fait, là, on a ce shell-là, cette invite de commande-là, elle a les privilèges de l'utilisateur de domaine administrateur corp. Et on va le prouver en faisant un listing du C$, la racine C, le disque C, du domaine contrôleur. Donc, bien évidemment, pour faire ça, il faut être administrateur de la machine. Et donc, si on est administrateur du contrôleur de domaine, on est administrateur de domaine. Là, on relance Mimikatz et on va juste remettre le mot de passe à 0. Donc, je vais passer cette partie-là. Mais grosso modo, après, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de dégâts? On possède déjà tous les comptes sur l'Active Directory. Donc, on peut usurper l'identité des gens, on peut se connecter sur des machines. Les serveurs, les postes de travail. L'authentification Active Directory, elle est souvent utilisée pour plein d'autres choses, des fois même pour se connecter à un VPN, hein, Yann, je pense que, ou pour se connecter à des outils, on a des liens LDAP. Si on a un compte administrateur de domaine, du coup, on peut potentiellement se créer des utilisateurs qui ont le droit de se connecter via le lien LDAP, et puis de se connecter sur l'interface d'un VPN, surtout quasi sur la plupart des grosses entreprises qui reposent sur un Active Directory, on peut tout faire. Tout à fait. Là, je montrerai un petit exemple. La détection, pour le coup, Flowmon, il a trouvé le brute force, mais la détection, elle peut être faite aussi au niveau système. Il y a le niveau réseau, il y a aussi le niveau système. Et là, typiquement, on utilise un outil qui s'appelle Cyber Triage, qui est un outil qui permet d'aider la réponse incident. Donc, il va collecter des artefacts à distance, en local, par clé USB, il y a plein de moyens. Et il va permettre de récupérer les éléments suspects. Et là, en fait, il les a trouvés. Il a trouvé qu'il y avait eu des connexions avec un compte de machine, le compte dollar, qui est normalement jamais utilisé pour faire des connexions interactives. Et il a trouvé le brute force avec les sequential fail login. Donc, il a retrouvé un peu la même chose que Flowmon, mais ce que c'est au niveau système. Et ça permet de faire plein d'autres choses. On peut aussi le mettre au niveau, on peut aussi faire la détection au niveau d'Active Directory. Il y a d'autres outils spécifiques, des Pincastle, ce genre de choses. Et voilà, en gros, la détection, il ne faut pas juste la faire à un niveau, il faut vraiment la mettre à plusieurs niveaux. Et il faut bien évidemment mettre des antivirus EDR qui permettent aussi d'avoir cette vision système. Là, qu'on aurait pu mettre pour la démo, qui sera peut-être d'ailleurs le sujet d'une prochaine démo. Mais cet outil Cyber Triage, il est très bien, il crée une timeline. Il permet de faire du pivot entre ces artefacts. Ça veut dire que si on voit qu'un utilisateur il a fait telle ou telle action, on va pouvoir avoir ensuite pivoté vers les actions de l'utilisateur. Puis les actions d'utilisateur vont permettre de pivoter vers d'autres machines. Alors voilà, ça permet de faire plein de choses. Et là, on arrive à la partie recommandation, parce que ça fait quand même bientôt 50 minutes qu'on parle. Alors, je vais peut-être redonner c'est le dernier slide. Je vais redonner la main à Yann. Oui, tout à fait. Donc, pour finir cette présentation, ce webinaire, donc il y a plusieurs leçons à en tirer. C'est grosso modo, déjà, il ne faut pas faire confiance à vos utilisateurs. Première règle number one, n'oubliez pas que 80% des attaques viennent de l'intérieur. Donc, il faut vérifier le comportement des utilisateurs. Donc, moi, je vous recommande de mettre un IPS, un WAF super compliqué, de sécuriser fortement les accès en faisant du 2FA, du MFA, avec plusieurs technologies. Il y a plusieurs mécanismes possibles à ce jour. On ne l'a pas fait dans la démonstration, j'ai fait d'autres webinaires pour ça. Il faut mettre un maximum d'éléments de sécurité. Donc là, on en a vu plusieurs qui sont combinés les uns derrière les autres, mais il faut mettre les éléments de sécurité entre eux, mais aussi mixer les technologies pour détecter ces attaques.
Donc, il faut surveiller, il faut bloquer, il faut compartimenter au maximum. Ce sont des règles de bon sens, en fait, hein. Il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que je raconte. Sauf que maintenant, il y a des technologies qui vont de plus en plus loin pour permettre d'analyser. Comme par exemple la partie IA qu'on a sur la partie Flowmon, bah, comment permettre de détecter les comportements déviants. Il y a un système d'analyse qui permet il récupère tous les flux des différentes informations sur le réseau et va les compiler et va en extraire des comportements déviants. Et ça, il y a un travail derrière du machine learning qui est fait et on peut grosso modo détecter, on a vu les scans, les attaques par dictionnaire. Voilà. Bien sûr, il est toujours intéressant, et ça c'est pour la partie Loïc, c'est de faire auditer par Loïc, tu peux en parler, bah, tu as beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est très intéressant de faire auditer par un système, par une société tierce, votre entreprise, votre système d'information. En fait, lorsqu'on construit des choses, moi je m'en suis rendu compte lorsqu'on a construit cette démonstration avec Loïc, on pensait avoir mis des choses un petit peu au carré, et en fait, avec la partie Flowon, j'ai détecté que j'avais des attaques qui venaient de l'Internet et qui avaient l'air de passer. Bon, elles ne passaient pas, mais elles passaient à moitié. Donc, il y a quand même eu des comportements, j'ai vu des choses qui, pour moi, n'étaient pas censées passer et qui passaient. Et ben, l'utiliser des outils, c'est bien, mais encore avoir une vision externe comme par exemple SSL 24/7 pour faire cette partie audit ou pen testing, ça va vous permettre de vous rassurer de ce genre de choses. Voilà. Par exemple aussi, là je discutais dernièrement avec SSL 24/7, ils ont des systèmes où ils sont capables de faire du pen testing de façon automatisée et récurrente, tous les mois. Là, ils ont des solutions mécanisées ou automatisées où ils peuvent, à des prix assez intéressants, faire des scans automatiques pour tester en permanence votre réseau. Et vous le faites tous les mois, par exemple. Et ça ne coûte pas une fortune. Et ça peut aider, franchement, à détecter des problèmes ou des vulnérabilités qui seraient peut-être à un instant T, vous pensez que votre réseau est bon, votre système d'information, mais peut-être que dans 6 mois, il sera plus bon parce qu'une vulnérabilité aura été détectée. Et ça, c'est quelque chose de super important. Et je vais peut-être finir sur cette partie-là. Il y a des communautés que connaît bien Loïc. C'est des communautés de bug bounty comme YesWeHack ou HackerOne. Et ils ont en fait annoncé en fait la nouvelle tendance pour 2021. Il se trouve qu'en 2020, on a été victime d'une pandémie, la Covid. Et pendant ce temps-là, bon, beaucoup de gens se sont arrêtés, ont eu du temps. Et en fait, ont eu du temps pour analyser les systèmes d'information, les applicatifs qui tournaient. Ils ont trouvé énormément de vulnérabilités. Et là, grosso modo, ils vont mettre ça à profit en 2021 et on va voir, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est HackerOne et YesWeHack, et on va voir beaucoup d'attaques qui vont arriver par analyse, par modification des URL, donc attaque par cross-site scripting, directory traversal, CSRF, etc., etc. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ça va être vraiment une grosse tendance. Et c'est pas moi qui me dis, hein. Je fais juste que répéter. Voilà. Voilà Loïc, si tu veux finir, si tu veux rajouter quelque chose. Alors, vous pouvez voir, alors on va pas passer dessus, hein, sur on a repris les codes couleurs pour les différentes recommandations qui peuvent s'appliquer pour empêcher l'attaque qu'on a fait de fonctionner. Et donc voilà, vous avez vu que vraiment, on aurait pu tracer sur une flèche chaque étape de ce qu'on a fait, hein, quasiment. Et chaque étape nécessite l'étape précédente pour fonctionner. Et donc, ça veut dire que si on bloque à un moment, déjà on détecte qu'on a une attaque, et plus c'est loin, plus c'est profond dans le réseau, plus c'est grave, hein, parce que ça veut dire qu'il y a déjà eu toutes les étapes auparavant. Et ça veut dire qu'il faut mettre des barrières de sécurité à plusieurs niveaux. Il faut faire, alors on parlait de scan, c'est-à-dire qu'il faut faire des scans externes, mais il faut aussi faire des scans internes, des audits internes. Il faut mettre des équipements de détection, des WAF comme on a mis sur le lab en interne. Il faut mettre de la détection IPS, etc. Sur tous les réseaux et pas seulement sur Internet. D'ailleurs, ça fait pas trop de sens de le mettre sur Internet parce qu'il va être brouillé de plein de signaux parasites. Et plus on sera profond dans le réseau, plus la détection d'ailleurs sera pertinente et permettra d'identifier des comportements d'attaque. Et donc voilà, vraiment défense en profondeur, je pense que et détection à tous les niveaux, c'est vraiment le mot-clé de l'histoire.
Alors, je passe sur le dernier slide. Donc voilà, vous pouvez vous rendre sur les précédents webinars de SSL 24/7 si vous voulez regarder. On a fait d'autres et je pense Yann que Kemp en a fait mal. Je crois qu'on en a fait même un hier, donc c'est tout récent. Oui, tout à fait, tout à fait. J'en ai fait hier, il y a un mois, et en fait, j'en fais régulièrement. Donc, de toute façon, si vous allez sur le QR code, vous allez être redirigé sur une version d'évaluation si vous voulez tester la solution Camp. Hein. Donc, ça, c'est gratuit. Vous pouvez le tester pendant 70 jours avec le support 24/24, 7 jours sur 7 pendant 30 jours. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. On va peut-être passer à la dernière partie questions, pour clôturer ce webinaire. Donc, je ne sais pas si Frixos ou Colline qui nous écoutent ont des questions des auditeurs. Je crois que j'en vois là. Tac. Alors, moi, je ne vois pas les questions. On demande si ce scénario, les différents scénarios sont réalistes. Donc, de toute façon, clairement, ils le sont. Mhm. Ils, ils sont basés sur des choses qui existent, sur des vulnérabilités qui existent, pas qui ont été créées arbitrairement. Et donc ce sont des choses qui représentent la réalité, quoi. Aussi bien vu en tant qu'attaquant qu'en tant que défenseur. Mhm. Alors, je ne sais pas si... Vous avez encore un peu de temps, ça j'aurais dû le dire dès le départ, mais si vous voulez poser vos questions, il faut les mettre dans le petit carré question. Elles arrivent au fur... alors, je ne sais pas si elles arrivent au fur et à mesure. Si tu as d'autres questions ou pas. Moi, je ne les vois pas. Attends, je vais regarder. Sur l'autre... Après, ça fait déjà 55 minutes qu'on fait le webinaire. Je pense que on va oui, pouvoir. J'imagine que nos auditeurs ont faim. Donc, on va pouvoir les laisser euh, Vaquer à manger. leurs occupations. Et on vous remercie pour votre attention. Bonne journée à tous. On vous dit à très bientôt. Merci.